Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Clé d'une vie, celle de mon invité. Au théâtre, vous avez à peu près tout joué et assuré des mises en scène dans des univers très différents. Vous êtes en quelque sorte un pompier de service et pas seulement parce que vous dirigez une salle baptisée l'Oriflamme. Bonjour Patrick Zard. Bonjour Jacques. Alors, votre parcours est étonnant. Bon, on va évoquer votre actualité tout à l'heure avec 2 pièces à Paris et d'autres à Avignon, oui. Chères à Sud Radio. Et on va évoquer ce parcours à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie, car vous avez fait un parcours de comédien et de metteur en scène assez varié. Alors, la première date que j'ai trouvée, je ne la connaissais pas. Le 24 septembre 1980, votre première télé. Écoutez ce générique. Passez donc me voir de Philippe Bouvard. Oui. Car c'est votre première télé. Oui. Et vous êtes présenté sous le nom de Zard et pas de Patrick Zard. Oui. Hein, tout à fait. Un sketch délirant où vous présentez le journal télévisé à votre manière. Oui, c'est ça, oui. Vous vous en souvenez? Oui, oui, très très bien. Oh là là, mon Dieu, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Ah bon, pourquoi? Oh, parce que première émission de télé. En direct. Guy Lux, en direct. Oui. Ah, non, oui. C'était Bouvard. Bouvard. C'était Bouvard. Ah, c'était Bouvard, Oui. c'était pas Guy Lux? Non, c'était Bouvard avant. Ah bah oui. Alors, et Guy Lux est venu après. Oui. Et vous faites un sketch où vous bafouillez en disant le journal télévisé. Vous vous en souvenez de ce sketch? C'est extraordinaire. Mais non. Et ben voilà. C'est pour ça que je confonds avec Guy Lux, parce que je pense à un autre sketch que j'ai fait, le premier que j'ai fait chez Guy Lux. Oui, voilà. Et là, c'est un sketch totalement délirant. Vous avez fait un second, d'ailleurs, un peu plus tard, où vous faites un débat publicitaire en faisant essayer des produits. Oui, ça voilà. je me souviens. Voilà. Oui, oui. Et le premier, vous bafouillez, vous dites n'importe quoi dans le journal télévisé, un peu comme Pierre Rep, qui a été le roi du bafouillage, et dont le bafouillage correspondait à des contrepétries. Et Bouvard vous félicite en disant que vous avez un avenir. Et ben voilà. Bon baptême. Voilà. Alors, en fait, cette télé est passée au moment où sort un film, Les Soudoués, qui a marqué vos débuts au cinéma. Tout à fait. C'est le premier film que j'ai tourné. Et on m'en parle encore toutes les semaines, pratiquement. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il passe tout le temps à la télé. Et je suis très, très étonné que des jeunes qui ont l'âge, j'allais dire, de mes enfants, mais même pas, de mes petits-enfants presque, me disent « Ah, c'est mon film culte ». Vous êtes le grand dadais. Le grand dadais, oui. Et d'ailleurs, il y a 2 films, Les Soudoués et Les Soudoués en vacances. Oui. Vous êtes dans les 2. Je suis dans les 2, on a été très peu être dans les 2. Oui, oui. Et en même temps, vous n'êtes pas crédité dans le premier au générique. Mais vous êtes dans le second. Oui, j'avais été engagé par Claude Zidi comme figurant. C'était Mamad, qui était une grande dame du casting à l'époque, qui m'avait repéré au Café Théâtre. Elle m'avait fait faire des essais et j'avais été pris pour être figurant. En fait, j'étais pas comédien. C'est pour ça que je suis pas au générique. J'ai été pris pour être figurant. Et un jour, il y a un des comédiens, un des jeunes qui avait été vraiment engagé pour faire un comédien, des Soudoués, qui était systématiquement en retard sur le tournage. Tous les matins, il arrivait avec 1 heure de retard. Oui. Et un jour, Claude Zidi a piqué une colère noire. Il a dit, c'est pas possible. Et il m'a appelé. Patrick, viens ici. Tu reprends la scène de... Et c'est comme ça que vous avez débuté. Voilà. En fait, il faut savoir que Claude Zidi sortait de plusieurs bides, et donc il a tourné Les Soudoués pour payer ses impôts, en imaginant absolument pas que ça marcherait. Tout à fait. C'était son premier film en tant que producteur. Exactement. Et d'ailleurs, il y a la suite, au départ, c'était Les Soudoués à New York, mais il n'y a pas eu le budget. Je ne sais pas si vous le savez. Ah, ça c'est dommage. Voilà, vous auriez pu partir à New York. Alors, il se trouve que, effectivement, tout ça débute parce que le théâtre, c'est né pour vous, je crois, très jeune, dans les kermesses de fin d'année à l'école, Patrick Zard. Oui, c'est ça. En fin de primaire, je dirais, j'ai commencé à faire mes premiers sketchs de fin d'année. Ça s'est poursuivi au collège. Et puis ensuite, ça a enchaîné sur du théâtre amateur à un niveau un petit peu plus haut. Alors, c'est dans la banlieue parisienne. Je crois que vous êtes né à Meknès au départ. Je suis né au Maroc, par hasard, parce que mon père avait été envoyé pour son boulot, et il avait été envoyé 3 ans au Maroc, et je suis né à ce moment-là. Il était géologue, il travaillait pour... alors c'est devenu ELF, mais à l'époque ça s'appelait l'ERAP, je crois, l'entreprise de recherche et d'activité pétrolière. Et donc vous restez dans la région parisienne, et qu'est-ce que vous jouiez comme théâtre pour ces kermesses? En fait, c'était des sketchs qu'on écrivait nous-mêmes déjà. Et ensuite, là où vraiment j'ai commencé à faire du théâtre en banlieue, j'habitais Saint-Germain-en-Laye, et il y avait une troupe de comédie musicale amateur au PEC, à côté de Saint-Germain, et j'avais un copain qui jouait dedans.
il jouait un spectacle qui s'appelait Nous les marionnettes. Voilà. Il se trouve, vous ne vouliez pas aller voir le spectacle parce que Oui. le théâtre, le titre ne vous attirait pas. Exactement. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce titre nul? C'est un spectacle pour enfants. Et puis un jour, ce garçon part au service militaire et il me dit, Patrick, je sais que tu aimes bien faire le pitre, que tu fais souvent des sketchs et des choses comme ça. Je pars au service militaire, j'ai ma place dans Nous les marionnettes. Je dis, ah oui, mais je lui dis, mais c'est quoi? Ça m'a jamais tenté d'aller voir ça. Il m'a dit, va voir. Et si ça te plaît, et j'ai adoré. C'était une espèce c'était la mode de Fugain et du Big Bazar. C'était une espèce de Big Bazar amateur. Et je suis rentré là-dedans avec un enthousiasme fou. Et je crois que les rires et les applaudissements sont devenus une drogue à ce moment-là, Patrick Zard. Ça a été c'est une drogue dure. À la première prise, j'étais fait aux pattes. J'ai trouvé ça tellement magique d'entendre des gens rire, d'entendre des gens applaudir, de voir des gens ravis qui crient bravo à la fin du spectacle. On n'a qu'une envie, c'est que ça recommence. Le problème, c'est qu'il y avait le bac. C'est ça. Voilà. Et pourtant, c'était avant de tourner le film, hein, oui. bien avant. Il y avait le bac, et donc je faisais ma première année de terminale, je faisais pratiquement plus que de la comédie musicale, je m'occupais très peu du bac, je l'ai donc raté, et j'ai dit à mon père, écoute, si tu veux que j'ai le bac vraiment, ça m'emballe pas, mais il faut me mettre en pension, sinon je vais refaire la même année que cette année. Et vous avez eu le bac, et ensuite vous êtes directement passé au cours Florent. Oui. Qui était un cours à l'époque très célèbre, qui marchait très fort. Oui, j'étais très très intimidé d'aller. D'ailleurs, je me suis trompé la première fois, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc j'ai cherché bêtement dans l'annuaire l'adresse du cours Florent, et on m'a donné une adresse qui était une ancienne adresse, qui était, je me souviens très bien, au 38 rue des Saules dans le 18e. J'arrive au 38 rue des Saules, mort de trouille, j'osais à peine rentrer, frapper à la porte, et un homme assez distingué se présente à moi. Il dit, oui, bonjour, vous venez? Je dis, je viens pour le cours Florent m'inscrire. Et alors, le cours Florent n'est plus ici, mais j'ai moi-même mon propre cours. Je me présente, André Lambert. Bienvenue, venez ici et tout. Et je suis rentré, et j'ai suivi le cours André Lambert pendant 1 an. Voilà. Parce que de trouille, quoi. Et puis au bout d'1 an, je me suis dit, c'est quand même pas terrible, quoi. Et là, j'ai trouvé l'adresse de Florent et je suis allé chez Florent 1 an plus tard. Et Florent était à l'époque le plus célèbre professeur de théâtre. Il avait démarré grâce à René Simon, autre professeur de théâtre. Oui. Et surtout, il a dirigé un théâtre à Paris comme professeur grâce à celle qui avait été nommée à la tête de ce théâtre, qui était Franca Berger, la sœur de Michel Berger. Ah oui. Oui, c'est grâce à elle qu'il a débuté comme professeur véritablement. Ah, je savais pas ça. Et il y a eu un autre professeur qui a compté pour vous, c'est Yves Lemoigne. Oui. Qui est un comédien peu connu, oui, mais qui a travaillé avec Huster, je crois. Beaucoup. C'est un grand ami de Francis Huster. Et il a joué avec lui plusieurs fois. Et il était professeur au cours Florent. Et j'ai suivi ses cours pendant plus d'1 an. C'était un professeur extraordinaire. C'est vraiment, outre François Florent, qui était un pédagogue remarquable, mais Yves Lemoigne, vraiment, c'est vraiment lui qui m'a formé. Et il a toujours, parce qu'il n'est pas mort, je pense. Non, il va très bien. Il avait une espèce de tic avec la bouche qui part en arrière et avec des onomatopées très fortes. Et si tu veux, je vais te montrer, je vais te montrer qu'est-ce que... Voilà. Et quand il montait sur scène pour nous donner une indication, il n'y avait plus rien. Le silence, le regard, l'écoute. Il balançait la réplique, nickel et tout. Et il redescendait, il fait « t'as compris ?» Mais c'est fou, Francis Perrin bégayait dans la vie au quotidien et sur scène, il ne bégayait plus. Oui. C'est quelque chose de très particulier. Alors, vous auriez pu faire le conservatoire après? Alors, j'ai jamais réussi à passer le conservatoire. Une fois j'étais malade, une fois je sais plus, il y avait un deuil dans ma famille. Par contre, j'ai passé la rue Blanche avec une certaine régularité. Je l'ai passé 3 ans de suite et je l'ai eu la 3e année. L'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Voilà. Et là, vous avez eu votre formation complémentaire. Oui, sauf que je jouais déjà et que de revenir à l'école m'a paru assez difficile. Donc j'ai fait 6 mois, je crois, et j'ai quitté la rue Blanche. Et vous avez été repéré par Catherine Anglade à la télévision. Il y avait une émission totalement oubliée qui s'appelle Mise en boîte, présentée par Jean Berthaud et Jacques Maillot. Oui. Et à chaque fois, vous faites des petits sketchs. Oui. Avec Amarande et quelques autres. Voilà. Ça aussi, c'est aussi une autre façon de débuter.
Oui, ben c'était déjà avec mon complice, qui a été mon complice de toujours, hein, c'est Jean-Noël Fenwick, que j'ai rencontré en sortant du cours de théâtre. En fait, un jour, arrive au cours Florent, j'ai été au cours Florent depuis 3 mois. Arrive, on nous met une petite affiche dans les couloirs du cours Florent, metteur en scène, recherche comédien pour le Festival d'Avignon. Je me dis, oh, dis donc, c'est bien, il y a des metteurs en scène qui viennent ici, qui cherchent des comédiens et tout, je suis vraiment au bon endroit. Et donc arrive une jeune femme qui avait mon âge et qui assiste au cours et qui vient me voir à la fin. Bonjour, je me présente, je m'appelle Charlotte de Turckheim, je sors du cours Périmonie et avec mon mari Jean-Noël Fenwick, on va monter un spectacle, notre premier spectacle, Le Bonbon Magique à Avignon et on cherche un comédien qui a une drôle de tête pour faire le fou et je trouve que vous avez une drôle de tête. Et c'est comme ça que ça a débuté. Ça a débuté à Avignon et à Paris ensuite. Et à Paris ensuite. Car ça a très bien marché. C'était au café. C'était au Café de la Gare. Au Café de la Gare, soutenu par Coluche, qui a été le premier à en croire en vous, non? Totalement soutenu par Coluche. Parce qu'en fait, on avait démarré dans un café-théâtre qui a brûlé après la Cour des Miracles. Oui. On avait démarré à Paris à la Cour des Miracles pendant un mondial de football. Oui. Donc on n'avait personne. Oui. Et au bout d'un mois, le directeur du théâtre nous dit écoutez, je vais être obligé de vous mettre dehors parce qu'il n'y a personne. Et donc, on est allé à Europe 1 attendre Coluche à la sortie d'Europe 1. Il faisait son émission quotidienne, il était une star à l'époque. Oui. Hein. Et on a réussi à attirer son attention. Ça l'a amusé qu'une noble vienne vers lui pour lui demander un coup de main. Charlotte du Turckheim, ça l'a intrigué. Et du coup, il a dit, moi, je vais pas venir voir le spectacle parce que si je suis dans la salle, les gens vont me regarder, moi, ils vont pas regarder. Et il dit, je vais vous envoyer mon meilleur ami. Il nous a envoyé Gérard Lanvin, qui n'était pas connu du tout à l'époque. Gérard a adoré, il a dit à Coluche, ils sont drôlissimes ces jeunes. Le lendemain, il a envoyé sa femme, Véronique. Véronique a dit, ils sont super ces jeunes, c'est formidable et tout. Il a dit, j'ai pas besoin de voir le spectacle, je vous aide, Il nous a payé 2 mois de location d'avance du Café de la Gare, il nous a fait de la pub sur Europe 1, on était bourrés à craquer. Ça, c'est Coluche, un Coluche qui nous manque, qu'on ne connaît pas assez. Oui. En revanche, on va mieux vous connaître avec une autre date importante dans votre parcours, le 19 septembre 1989. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Zard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Zard, comédien, metteur en scène. Nous évoquerons votre actualité tout à l'heure. On a évoqué vos débuts à la télévision et Coluche qui vous a soutenu. Et justement, Jean-Noël Fenwick, avec qui vous travaillez à cette époque-là, va également vous reprendre dans une pièce qui débute le 19 septembre 1989. Je suis bloqué, monsieur le directeur. Bloqué? Comment ça, bloqué? Mon appareil fonctionne avec tous les métaux sauf un. Lequel? L'uranium. Voilà, avec les l'uranium, palmes de Monsieur Schuss. Comment vous êtes retrouvé dans cette pièce au départ, Patrick Zard? Grâce à Jean-Noël. Il avait proposé une autre pièce, Calamity Jane, oui, à Gérard Caillot, qui était directeur du Théâtre des Mathurins. Oui. Et Gérard trouvait que Jean-Noël avait beaucoup de talent, mais le sujet de Calamity Jane n'inspirait pas. Et il a soufflé l'idée il dit, ça serait bien de faire une pièce sur Pierre et Marie Curie. Jean-Noël s'est engouffré dans la brèche. Il a écrit cette pièce qu'il a proposée à Gérard, que Gérard a tout de suite prise. Il lui a fait faire quelques modifications, etc. Il a fait un casting et il y avait un rôle pour lequel il n'avait pas d'idée. C'était Bémont, Gustave Bémont, qui était un collègue de Pierre Curie, avec qui il travaillait dans son laboratoire. Et tout de suite, Jean-Noël s'est engouffré en disant « Mais j'ai mon ami Patrick Zard qui serait absolument parfait pour le rôle. » J'ai donc fait une lecture chez Gérard Caillot, au Théâtre des Mathurins, qui m'a aussitôt ouvert la porte. Et il vous a ouvert la porte et vous êtes avec une barbe et une blouse blanche comme un vrai chimiste. Car il faut savoir que cette pièce, c'est vraiment Pierre et Marie Curie qui racontent leurs travaux de la recherche du radium. Oui, c'est ça. Alors, cette pièce démarre donc, et puis le problème, c'est qu'elle ne marche pas au début. Moi, je me souviens des premières, les critiques étaient dithyrambiques, mais personne dans la salle. Il n'y avait personne. Il y avait 2 rangs. Et puis la semaine d'après, il y en avait 3. Puis la semaine d'après, ça a mis 2 mois. 70 représentations pour que ça commence. Oui, c'est ça. Normalement, une pièce, quand ça marche pas, à 30 représentations, on arrête. Oui. Et Gérard Caillot a décidé de continuer. Oui, il y avait un tel engouement autour de cette pièce. On a été très, très soutenus par tout le métier, vraiment. Que ce soit les journalistes, les comédiens, les metteurs en scène qui venaient, ils se disaient « C'est pas possible que cette pièce ne marche pas. Si ça marche pas, c'est très, très grave. »
Donc il y a eu une espèce de mobilisation, Roland Giraud, je sais, entre autres. Ils ont été très nombreux. Tous ceux qui venaient prenaient fait et cause pour la pièce, disaient il faut que ça continue. Comme Gérard était aussi metteur en scène, initiateur du projet, directeur du Théâtre des Mathurins, c'est aussi ça qui l'a poussé à... Oui, et je crois que même le monde scientifique vous a soutenu, Patrick Sard. Oui, on a eu les héritiers de Pierre et Marie Curie qui sont venus. C'était une émotion terrible pour nous. Alors, il se trouve que donc, au bout de 70 représentations, ça démarre et ça ne va plus arrêter pendant 1500 représentations, ce qui est un cas unique. Oui, je l'ai moi-même joué 1300 fois. Oui. On a fait la même distribution, les 6 mêmes comédiens pendant 1000 représentations, ce qui est très rare. Oui. C'est extraordinaire. Alors, comment vous avez vu vraiment les salles se remplir? Comment ça a évolué tout ça? Alors, ça c'est... Voilà, au bout de 2 mois et demi, on a commencé à remplir nettement, à ne plus être déficitaire, puis à remplir, puis à être pratiquement plein. Et à ce moment-là, il y a eu les nominations aux Molières 1990, donc. Et là, il y a eu 11 nominations. 11 nominations. Et là, du jour au lendemain, on a été complet tous les jours. Et après, il y a eu 4 Molières. Et après ces 4 Molières, on était plein 2 mois à l'avance. C'est fou. Oui. Ce qui fait qu'on a passé, c'était quoi, la guerre du Golfe? Je ne sais plus l'événement qu'il y a eu où les théâtres étaient vides à Paris pendant un mois. La guerre du Golfe, oui. Mais comme nous, on avait 2 mois d'avance, on n'a pas vu la différence, on a été plein tout le long. Alors Gérard Caillot, il faut savoir qu'il a été à la Comédie Française avant de diriger le Théâtre des Mathurins, et que ceux et celles qui regardent la télévision le connaissent bien, parce qu'il a été le supérieur hiérarchique du capitaine Bonaventure pendant 10 ans dans sœurthérèse.com. Oui, tout à fait. Qui est une chose très différente. Oui. Donc, vous allez jouer cette pièce pendant 6 saisons. Moi, je me souviens des fêtes qu'il y avait pour la 1000e, pour la 1200e. Régulièrement, il y avait des fêtes. Ah, il y avait des fêtes, tout le temps. Oui, c'était très joyeux. Mais c'est une chose qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, une pièce qui se joue comme ça pendant... Oh, si, ça se joue. Il y a Edmond qui marche très fort, mais voilà. Oui. Oh, il y en a. Il y a quoi? Il y a Dernier coup de ciseau qui se joue depuis 14-15 ans maintenant. Mais cette pièce a une histoire extraordinaire. Je crois qu'elle a été adaptée dans 21 pays. Oui. Et vous l'avez jouée au Québec? Non. Le Québec a monté. Je suis allé un jour, on s'arrêtait 2 mois l'été en général. On a arrêté genre un 3 juillet. Le 4 juillet, j'ai pris l'avion, je suis allé voir la pièce au Québec avec les Québécois qui étaient très impressionnés d'avoir un comédien de la création. Mais comment on explique ce succès, Patrick Sard? Pierre et Marie Curie sont mondialement connus. Oui. Donc, une comédie sur la découverte du radium, c'était une gageure folle quand même. Parce que c'est un sujet extrêmement austère et les gens pleuraient de rire. Donc, ça a fait un triomphe partout. Ça a fait un triomphe au Japon. Ça a été joué à Madrid pendant 3 saisons. Ça a été un carton partout. J'ai pas eu d'exemple d'un pays où ça n'ait pas marché. Ça a marché partout. Et Pierre et Marie Curie étaient joués par Sonia Vollero et Stéphane Hillel. Oui. Sonia Vollero était célèbre pour une pub qu'elle avait fait pour les Chamallows à l'époque. Oui, c'est vrai. À la télévision. Et Stéphane Hillel débutait. Il a été ensuite plusieurs fois directeur de théâtre, mais ça a vraiment marqué leur carrière aussi. Complètement. Alors, il se trouve que cette pièce a bien marché et que, en même temps, il y a eu l'adaptation au cinéma dans laquelle vous n'êtes pas. Eh oui. Pourquoi? J'allais dire, faut demander à l'auteur. Voilà. Malheureusement, on peut plus lui poser la question. C'est Claude Pinoteau, ouais. Mais oui, c'est Claude Pinoteau qui a réalisé le film et voilà, pour des questions, ça arrive souvent, hein, que... Oui. En revanche, il a dans ce film engagé pour un rôle 2 prix Nobel de physique de 91 et 92, qui étaient Pierre-Gilles Degennes et Georges Sarpak. Oui. Voilà. Oui. Et le film a moins bien marché que la pièce, faut être clair. Voilà. Oui, beaucoup moins, oui. Alors, le cinéma, justement, vous en avez fait, et moi, je me souviens d'un tout petit rôle dans un film qui est culte, un réceptionniste dans Le Concert. Oh, que j'ai adoré ce film. Ce film que personne ne voyait au départ, les gens sont venus et sont restés 3-4 fois dans la séance. De Radu Mihailanu. Voilà. Comment vous êtes arrivé dans cette aventure ? Par mon agent qui m'a aiguillé sur le casting, et voilà. C'est un film culte aujourd'hui. Oui. J'en suis très fier. Moi, je crois que et j'en fais partie de ceux qui le regardent régulièrement, parce qu'il y a une séquence finale au Châtelet, où la comédienne joue du violon, et elle pleure naturellement. Oui. C'est fou. Ah, c'est très très beau, c'est très très beau. Et ça, c'est étonnant. Alors, il y a eu aussi un autre film étonnant, car vous avez tourné, Patrick Sard, sous la direction de Woody Allen, je crois. Exactement. C'est même ma dernière prestation au cinéma.
Et c'était très impressionnant. On tournait au casino de Menton. Comment vous êtes arrivé là-dedans? Et ben pareil, on n'était que 2 comédiens français dans le film. Alors ça y est, le nom du deuxième. Le film, c'était Magic in the Moonlight, oui. L'histoire d'un magicien qui déteste les médiums, en gros, quelque oui, c'est sorte. ça, oui. Et vous aviez quel rôle? J'avais le rôle d'un journaliste. Oui. Et voilà, donc il y avait une séance d'interview et c'était très impressionnant. On m'avait dit aux essais, surtout, tu ne sois pas étonné. Woody Allen ne dirige pas les comédiens. S'il t'a pris, c'est que ce que tu as fait aux essais, c'est exactement ce qu'il veut. D'accord. Sinon, il va te parler. S'il te parle pas, c'est qu'il veut que tu refasses exactement ce que tu as fait aux essais. Sauf que j'avais fait les essais 6 mois plus tôt, donc oui. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait aux essais? Mais ça s'est très bien passé. Woody Allen ne m'a pas dirigé du tout. Et à la fin de la journée, il est venu vers moi et m'a dit, merci beaucoup, monsieur. C'était très bien, c'est exactement ce que je voulais. Extraordinaire. Oh, Mais il vous a pas dit autre chose. Il Rien. était dans son coin, il regarde. Alors, oui, Woody Allen a une particularité qui m'a beaucoup marqué. Il écrit tous ses films sur une machine à écrire, la même depuis l'âge de 16 ans. ah oui. Et les scénarios sont tout à fait calibrés sur cette machine. Il est incapable d'avoir un ordinateur. Et puis, il y a eu quand même autre chose, c'est que les Palmes de M. Schultz, vous y êtes revenu, mais comme metteur en scène, Oui. Patrick Zard. Oui, c'est ça. C'était en 2013. Je me suis dit, mais cette pièce qui a tellement marché, ça fait quand même 20 ans qu'elle n'a pas été jouée. Il y a un nouveau public à conquérir. Entre-temps, j'étais passé à la mise en scène. J'ai eu envie de revisiter un petit peu la pièce, mais en collaboration avec Gérard. J'ai tenu Gérard à ce qu'on co-signe la mise en scène avec Gérard Caillot. Et je l'ai remonté au Théâtre Michel. Chez Didier Caron, Chez Didier que Caron. vous connaissiez bien, vous aviez tourné avec lui au cinéma. J'avais joué sa pièce Un vrai bonheur au Théâtre Fontaine, puis au Théâtre Hébertot. Et il y avait eu l'adaptation au cinéma. Et là, les comédiens de la pièce avaient été repris dans le film. Voilà. Et c'est vrai que reprendre cette pièce, c'était quand même un souvenir fabuleux. La faire de l'autre côté du rideau. Oui. Mais ça a été... J'adore diriger les comédiens. Je me demande si maintenant, en vieillissant, parce que j'ai fait c'est pas que j'ai fait le tour, on n'a jamais fait le tour. Là, récemment, on m'a fait faire des rôles que j'avais jamais joués. Donc, quand on me fait découvrir une nouvelle facette du métier d'acteur, c'est formidable. Quand on me redemande de refaire les mêmes choses, notamment, j'ai fait beaucoup de comédies, je renie pas du tout, j'adore faire rire. Mais si on me redemande de faire des choses que j'ai déjà faites 20 fois, je suis moins motivé. Ah. Alors que, à la direction d'acteur, là, c'est un monde qui me fascine parce qu'il n'y a pas une seule manière de diriger les acteurs, qu'il faut s'adapter à chaque acteur, chaque actrice, trouver les ressorts qui vont les faire basculer vers ce qu'on a envie qu'ils donnent de meilleur. Et vous ne dirigez pas que les acteurs, et on va l'évoquer à travers une autre date, le 6 juillet 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Zard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Zard. Vous connaissez son nom, son visage, mais il fait tellement de choses qu'on finit par se demander dans quelle direction il se trouve. On a évoqué vos débuts, on a évoqué les Palmes de M. Schultz, et puis on évoquera tout à l'heure l'actualité théâtrale du moment. Et si je parle du 6 juillet 2022, c'est une inauguration officielle d'un nouveau théâtre à Avignon qui s'appelle l'Oriflamme. Oui. Et ce théâtre, vous en êtes à l'origine. Exactement. C'est un lieu que j'ai la chance de diriger maintenant avec mon ami et associé, Julien Cafaro, avec qui j'ai partagé les scènes depuis... ça fait 40 ans qu'on a joué au moins 8 spectacles ensemble, on s'entend merveilleusement bien... et sur scène et dans la vie, et c'est lui qui m'a entraîné dans cette folle aventure. Oui, parce qu'au départ, il y a un restaurant en ruine, je crois, à Avignon, dans une rue nouvelle, et il vous dit, tiens, si on en faisait un théâtre. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Julien Cafaro me dit, il faut qu'on achète un théâtre à Avignon, donc on est allé faire quelques repérages, on avait vu une première salle qui nous plaisait bien, finalement ça s'est pas fait, et d'un seul coup, l'agence immobilière vers qui on s'était tourné pour chercher un lieu nous dit, écoutez, il y a un ancien restaurant qui est à l'abandon depuis quelques années. À mon avis, on peut faire quelque chose. On est allé là-bas. C'était un champ de ruines. C'était Beyrouth après la guerre. Et il a fallu vraiment se projeter pour imaginer ce qu'on pourrait en faire. Mais il était tellement bien placé en plein cœur d'Avignon qu'on s'est dit, ça vaut peut-être le coup. Ça veut dire d'immenses travaux. Oui, immenses travaux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est allé voir un architecte en lui disant, il nous dit quel est votre budget pour les travaux, on lui dit écoutez, on a prévu 150 000 €, et à l'arrivée ça a été le triple. Voilà. Donc voilà. Et c'est une salle de 93 places, je crois.
Bravo, 91. 91. Alors, il se trouve que ça s'appelle l'Oriflamme. Pourquoi l'Oriflamme? Alors, parce que la sortie du théâtre se fait rue de l'Oriflamme. Et cette rue, l'histoire du nom de cette rue nous a paru sympathique. Il paraît, c'est pas certifié, il paraît que quand Jean Vilar a fait son premier festival, c'était juste après la guerre, il n'y avait pas d'argent, et donc il n'avait pas les moyens de faire construire des décors pour les spectacles qu'il voulait jouer. Et il s'est dit, tiens, je vais faire ça avec des oriflammes. Il est allé voir une couturière qu'on lui a indiquée, qui habitait une petite rue d'Avignon, qui avait, pendant la guerre, compilé plein de pièces de tissu, toutes les pièces de tissu qu'elle pouvait trouver. Il lui dit, écoutez, il me faudrait 40 oriflammes pour les spectacles que je vais monter cet été à Avignon. Elle lui a fait les 40 oriflammes, il lui reste un peu de tissu, elle en a fait un 41, qu'elle a planté sur sa fenêtre, qui donnait dans cette rue. Et à sa mort, on a rebaptisé la rue de l'Oriflamme à cause de ça. Donc cette espèce de connexion à Jean Vilar, je la trouvais très belle. Oui, d'autant plus qu'on oublie toujours que Jean Vilar venait de Sète et que les premiers tableaux, les premiers décors de Jean Vilar sont inspirés des joutes de Sète. Ah oui. Alors, il se trouve que donc vous avez ce lieu. Si vous avez choisi d'ouvrir un théâtre, c'est que vous considérez qu'à Paris, c'est de plus en plus difficile de faire du théâtre, Patrick Sarr. C'est compliqué. C'est compliqué parce que et c'est ce qui nous a poussé avec Julien à chercher à avoir un lieu à nous. C'est-à-dire que quand on avait des projets, on essaie de les monter, on fait une distribution. Il faut des vedettes pour que les théâtres privés, puisqu'on est dans le circuit du théâtre privé, pour que un théâtre privé s'y intéresse, il vaut mieux avoir une vedette, etc. On fait des lectures, ça plaît pas. Après, il faut faire venir des coproducteurs. Puis d'un seul coup, si un théâtre dit oui, la vedette n'est plus libre parce qu'elle a un tournage. Et on s'est dit, au moins, si on a un lieu à nous à Avignon, on ne demandera plus rien. On ne demandera plus de vedettariat. On monte les pièces qu'on a envie de monter. Et voilà, on sera nos propres patrons. Et il y avait aussi une envie, peut-être, comme on est quand même plutôt sur la fin de notre parcours artistique, peut-être une envie de transmission aussi. Et d'aller chercher et découvrir les jeunes talents de demain. Et je crois que de ce côté-là, on est assez doué. Voilà. Alors, il se trouve aussi que ça a été très compliqué parce qu'il y a eu une chose qui s'appelait le Covid. Eh oui. Eh oui. L'Oriflamme devait ouvrir en 2020. Annulation du festival. Donc déjà, perte d'un an. On s'est dit, ça sera pour 2021. 2021, on était en sortie de Covid. Donc le festival a repris, mais avec moins de spectacles, moins de créneaux horaires, des normes de sécurité sanitaire drastiques. Et du coup, on a fait passer la visite de sécurité avec les pompiers qui sont venus, la mairie, etc. Ils ont tous trouvé ça tout à fait conforme. Mais la mairie nous a donné l'autorisation d'ouvrir une fois que toutes les inscriptions au festival étaient passées. Donc on n'a pas pu faire le festival 2021. Donc en fait, on n'a pas pris un an, on a pris 2 ans dans les dents. C'est dur, ça. C'est dur, oui. Alors, l'ouverture s'est faite en référence à un classique du cinéma. Antoine, si Frédéric s'en va d'ici, sans qu'il lui soit arrivé malheur, si tu le veux... Naïs, inspiré d'après Émile Zola, Oui. Naïs Mikoulin, adapté à sa façon par Marcel Pagnol. Oui. Et ça, c'est non seulement un film qui vous a marqué, mais ça a été le début de l'Oriflamme. Ça a été le début de l'Oriflamme. C'est le premier spectacle qu'on a pris. C'est le premier spectacle qui a ouvert l'Oriflamme, puisqu'il jouait à 10h du matin. Ils avaient pris l'horaire de 10h parce que c'était l'horaire le moins cher. Donc ils sont venus à l'Oriflamme. Moi, j'avais reçu une captation vidéo d'une avant-première qu'ils avaient faite à Paris. Ils avaient mis une caméra, ils avaient fait une petite captation. Alors, il y avait un metteur en scène quand même que je connaissais, Thierry Harcourt, qui est un metteur en scène que je respecte beaucoup, qui a fait des choses très belles. Et je découvre cette vidéo de pas très bonne qualité et je tombe fou amoureux de ce spectacle. Bon, je connaissais le film de Pagnol, évidemment, que j'aimais beaucoup. J'ai trouvé l'adaptation magnifique, j'ai trouvé les comédiens superbes. Ils sortaient de course, ils avaient jamais rien fait. Et j'ai dit à Julien, je lui ai dit, regarde ça, il faut qu'on prenne ça, il faut qu'on ait ça à l'Oriflamme. Et c'est comme ça que ça a débuté. Alors, il faut savoir que le film Naïs, Fernandel joue, il va jouer ensuite Topaz, mais après il va se fâcher pendant 10 ans avec Pagnol, Oui. Parce qu'il a refusé de jouer dans Manon des Sources, je crois, et ils déjeunent ensemble, et je crois que Pagnol a été très désagréable. Ils se sont ils sont jetés des mots à la figure épouvantables. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Ça a été quelque chose, et il l'a traité, je crois, de grimacier, vous voyez. Ah oui. C'est pas terrible. Et c'est vrai que Pagnol, vous avez toujours été fan depuis l'enfance. Ah oui.
Oui, oui, absolument. J'ai dévoré la trilogie de Pagnol, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets. C'était des livres de chevet que j'ai lus plusieurs fois. Voilà. Et donc, là, adapter Naïs et le mettre au théâtre, c'était une évidence pour vous. Oui, c'était une évidence. En plus, Thierry Harcourt a fait une chose magnifique. Il n'y a pas de décor, il y a une chaise. Il a eu un prix récemment pour la scénographie, alors qu'il y a juste, il m'a dit, je pensais pas avoir une récompense de décor pour une chaise. Mais vraiment, on voit la Provence, on entend la Provence, on voit la mer, on voit la garrigue. Et d'ailleurs, la pièce était reprise à Paris au Lucernaire. Oui. Et vous avez joué dedans, Patrick Zard. Oui. Oui, oui, j'ai eu cette grande chance. Le comédien qui jouait le père de Naïs, le méchant Micoulin. En plus, les rôles de méchants, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. Ouais. C'est très drôle de jouer les méchants. Et donc, il m'a demandé de jouer Micoulin. On a joué 2 mois à Lucernaire. On a refait un festival d'Avignon. On est en tournée depuis 2 ans. On a pas mal de dates encore, jusqu'au mois d'août. Comme quoi, il suffit d'une petite troupe qui a du talent pour faire du théâtre et on n'a pas besoin de grandes vedettes. Non. D'autant plus qu'il y a quelques années, quelques décennies plutôt, Jacqueline Maillan et quelques autres jouaient pendant 3 saisons. Et maintenant, une star, au bout de 60 représentations, on a plutôt assez. Souvent. C'est un problème. Oui, oui, c'est un problème. C'est un problème de production. Oui. Alors, il se trouve que ce festival d'Avignon et Naïs vous a donné envie, Patrick Zard, d'aller plus loin et d'ouvrir le théâtre toute l'année, ce qui n'est pas évident à Avignon. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. On est encore en phase de développement, mais ça, il y a des cours de théâtre toute l'année. Il y a des résidences d'artistes avec des comédiens qui viennent répéter un spectacle, qui souvent donnent 1 ou 2 représentations le week-end à la fin pour restituer leur travail. On a fait pas mal de concerts de jazz pendant une époque, qu'on espère reprendre prochainement parce que ça marchait très très bien. Et puis on s'est mis en partenariat avec une compagnie locale pour essayer de développer des actions, y compris des actions auprès. On va démarrer une action avec le CCAS d'Avignon pour inclure des personnes en difficulté d'Avignon, pour les faire monter sur scène, chanter, jouer. Voilà. C'est d'autant plus courageux que vous n'avez pas de subvention, à l'inverse d'autres théâtres, Patrick Zard. Non, c'est un théâtre entièrement privé. C'est vraiment 100% Julien Cafort et moi qui avons mis nos économies et fait un emprunt pour quelques années encore. Mais c'était une envie, c'était une obligation pratiquement. Ah, c'était pas une obligation. Mais un bonheur. Un bonheur, oui, c'est un bonheur. Une obligation morale, si j'ose dire. On regrette pas. Non, mais en plus, vous arrivez à un moment où vous êtes les derniers artisans, car aujourd'hui, il faut savoir que les grandes salles de théâtre, et celles et ceux qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, ont été repris par des gros groupes qui espéraient faire des investissements financiers réussis, oui. Et que c'est exactement le contraire qui se passe. C'est ça. On regrette l'époque où les théâtres étaient dirigés par des artistes, Jean-Claude Brialy, Jean-Paul Belmondo. Et quelques autres. Autres. Mais vous le dirigez en tant qu'artiste. Oui, complètement. Complètement. Et je crois que c'est aussi ce qui plaît aux comédiens qui viennent à l'Oriflamme, c'est qu'ils sont bien reçus, ils ont envie de revenir. Et il y a beaucoup de jeunes troupes aujourd'hui en France, et de jeunes comédiens, qui justement cherchent ce genre de plan. Ah mais oui, complètement. Et nous, on leur ouvre les portes chaque année. Chaque année, on a au moins 2-3 spectacles comme ça de jeunes dont c'est le premier spectacle et qui sortent de cours et qui sont pleins d'envie et pleins de talent. Et justement, comment on peut conseiller ces compagnies parce que souvent, elles existent, elles crèvent de faim parfois. Qu'est-ce qu'il faut leur dire, justement, vous qui les défendez et qui êtes un des rares à les défendre, Patrick Zard? Que leur dire que... Parce que c'est vrai que la période en plus est difficile, plutôt anxiogène. On est à la baisse des subventions de toutes sortes, y compris les aides qui allaient au théâtre privé. On parle du fonds PEPS, de choses comme ça. Enfin, c'est des choses que les gens connaissent pas bien. Mais effectivement, c'est plutôt anxiogène. On parle de crise de la diffusion. Les régions, le budget de la culture se diminue. Les régions diminuent leur budget culture. Les départements, les mairies. Donc c'est compliqué. Et il y a tellement de jeunes talents qui sont là prêts à éclore que on les accompagne le plus possible. Quand on le peut, on fait des chorélisations et non pas des locations. On essaye de les aiguiller sur les bonnes personnes pour les aider, sur les bons attachés de presse, les bons chargés de diffusion pour essayer de vendre leur spectacle. C'est pas facile, mais la passion et le talent sont là, donc il faut surtout pas les décourager. Et ça vous empêche pas de jouer. Les derniers mois de 2025, et là il y a une tournée, vous avez joué dans une comédie à Paris, au Gémeaux parisien, Ma famille en or. Alors c'est un petit théâtre encore une fois, et ça a fonctionné avec un public qui est venu tous les soirs. Oui. Ma famille en or, c'est un spectacle qui a démarré à Avignon. C'est écrit par Joseph Gallet et Elodie Wallace. Joseph Gallet, il a déjà plusieurs succès à son actif, dont il y a le mot famille aussi, ça joue au Café Lagarde depuis 7 ans.
Et donc Ma famille en or, c'était une pièce un petit peu différente pour lui parce que il restait complètement dans le ton de la comédie, mais il y avait un petit peu d'émotion et de touche, et les gens s'y sont retrouvés. Est-ce que ça veut dire aussi que ces grandes salles dont on parlait, qui affichent pas toujours complet, ont été remplacées par ces petites salles et ces jeunes troupes qui sont un peu votre adrénaline? J'espère. Alors remplacer, non, parce que le théâtre privé marche encore quand même beaucoup au vedettariat. Les grandes salles arrivent à s'en sortir avec du vedettariat. Malheureusement aussi parfois avec des gens qui ne sont pas comédiens mais qui sont influenceurs ou qui ont un autre métier, qui d'un seul coup déboulent en tête d'affiche au théâtre. Ça agace un peu les comédiens, je vous cache pas. Mais vous continuez, justement, vous retrouvez dans cette salle, le Théâtre des Gémeaux Parisiens, à faire une tournée. C'est un bonheur absolu de jouer comme ça avec des troupes de jeunes. Ah oui, complètement. J'ai joué une autre pièce aux Gémeaux Parisiens. J'ai fait l'inauguration des Gémeaux Parisiens l'année dernière avec un spectacle qui s'appelait Belle de Seine. Oui. Et voilà. Et puis les deux pièces que j'ai la chance de mettre en scène en ce moment se jouent aussi dans des petites salles qui sont des petits lieux qui ont moins besoin de vedettariés que les grandes salles. Eh bien justement, vous faites l'enchaînement à ma place. On va évoquer ces spectacles à travers la date du 17 janvier 2026. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Zard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Zard. On a évoqué votre parcours absolument étonnant qui va des Palmes de Monsieur Schultz à des spectacles que vous dirigez et que vous proposez à l'Oriflamme à Avignon et au cinéma. Et puis, vous êtes à l'affiche à Paris, effectivement, vous l'avez dit, avec deux pièces que vous avez mises en scène. D'abord, il y a le 17 janvier 2026 a débuté l'Hôtel du Pain Sylvestre, une histoire qui se déroule dans les années 60 et qui est au théâtre Galabru à Paris. Et c'est une histoire étonnante car c'est un théâtre musical qui part d'un tableau. Un tableau qui est dans le hall d'un hôtel, l'Hôtel du Pain Sylvestre. Voilà, un tableau totalement hideux. Oui. Très très moche, mais la propriétaire est persuadée, c'est son aïeul qui l'a peint il y a une centaine d'années, et elle est persuadée que ça vaut des milliards, et tout le monde trouve ce tableau absolument épouvantable. Or, il se trouve que l'hôtel redémarre, il a été fermé pour des causes un peu bizarres, il y a eu des travaux, il réouvre, là, quand la pièce démarre, le théâtre est en train de réouvrir, ils accueillent 2 premiers clients, et la première nuit qui se passe, le tableau est volé. Et on va chercher qui a volé le tableau. C'est totalement un prétexte, oui. On se fiche totalement de l'histoire. C'est juste matière à rire, à chanter. C'est 100% chanté. Tout est chanté. C'est-à-dire ? C'est pas une alternance de textes et de chansons. Oui. C'est-à-dire que toutes les répliques sont chantées. Tout est chanté. Mise en musique. Mise en musique, avec un pianiste qui joue de la vraie musique en direct. Et des musiques originales. C'est des musiques originales, un texte original, que des musiques originales. Le texte a été écrit par Sarah Nardon et Marie Nardon, et les compositions sont de Sarah Nardon et Alexandre Laugier. Et c'est drôlissime. Et comment vous êtes retrouvé dans cette aventure ? Comment ? Oui, exactement. Comment vous êtes arrivé là-dedans ? Oh, je vais le dire. Oui. Sarah et Marie Nardon sont mes filles. D'accord, voilà. Donc, mais papa a dirigé avec attention. C'est Sarah qui est le maître d'œuvre du projet, qui a composé la plupart des musiques. Elle est musicienne à la base. Elle s'est formée aussi comme comédienne, mais elle est chanteuse. Elle a un très beau parcours aussi en lyrique. Et là, elle a voulu s'amuser et faire une espèce de farce musicale. C'est très rythmé. Les gens pleurent de rire, et ils ont joué à Avignon à l'Oriflamme l'été dernier, là, en 2025, et c'était complet. Ça marchait très très bien. Le problème, c'était de trouver un tableau suffisamment laid. Et on l'a fait faire. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dessus ? Oh, c'est réussi. Ah oui. Oui. L'hôtel du Pain Sylvestre, c'est donc un pain sylvestre qui est représenté. Voilà. C'est vraiment très vilain. Vous savez qu'il y avait un amateur comme ça de tableaux et de tout ce qui était lest, et Jean Carmet. Oui. Dès qu'il y avait, il avait chez lui une gondole lumineuse, il avait un confessionnal de campagne, et son grand jeu avec Pierre Tchernia, c'est le jeu des gâteaux. Il passait devant une pâtisserie où les gâteaux étaient épouvantablement laids. Il rentrait, il demandait à goûter, il dégustait en savourant, en disant c'est délicieux, et il partait en félicitant la patronne qui ne comprenait pas ce qui se passait. C'était un jeu qu'il adorait. Ça ne m'étonne pas de lui, oui. Alors, il se trouve que la comédie musicale et l'opérette, c'est quand même des genres
pas si facile à mêler aujourd'hui. Non, c'est vrai. Patrick Zard. Parce que l'opérette, on sait que ça existait dans les années 30, 60, avec, Oui. ça s'est terminé avec Luis Mariano et surtout avec W, je ne sais pas si vous venez de ce spectacle, qui Non. était un spectacle au Châtelet, écrit par Jean-Jacques Vital, qui a Oui. été une catastrophe et qui a mis fin à l'opérette. Ah oui. Voilà. Et vous faites partie des gens qui aiment l'opérette J'aime l'opérette. Et ce spectacle, l'Hôtel du Pin Céleste, est à la frontière entre l'opérette et la comédie musicale. À tel point que il y a une taxe sur le spectacle vivant que tous les spectacles doivent payer un pourcentage de la recette, et qui est soit c'est donné à l'association du soutien pour le théâtre privé, soit au Centre national de la musique. Oui. Alors, je ne savais pas à laquelle des deux organismes il fallait payer la taxe. Je les ai appelés, ils m'ont dit mais c'est une opérette ou une comédie musicale? Je dis ben justement c'est justement pile entre les deux. Ah, monsieur, il va falloir choisir. Si c'est une opérette, vous payez ça à l'association pour le soutien du théâtre privé. Si c'est une comédie musicale, c'est au Centre de la musique. Ouais. Ah. Et vous avez trouvé une solution. Mais non, mais ça a été très loin. Ils ont fait une commission mixte paritaire entre le CNM et la STP pour savoir de qui ça relevait. Voilà. Et vous jouez le samedi Le samedi à 21h30 au théâtre Bombard de Galabru. Voilà. En fait, ce théâtre, il faut savoir que Michel Galabru l'a acheté pour ses enfants. Oui. Vous l'avez connu, Galabru? Oui, absolument. Je l'ai connu parce que Julien Cafaro a joué avec lui dans La femme du boulanger. Oui. Et il m'avait présenté Michel, on avait passé une soirée ensemble. C'était un comédien extraordinaire qui racontait justement ses débuts difficiles en disant, vous vous rendez compte, j'ai débuté dans une panière en attendant pendant des heures. Il avait un phrasé extraordinaire. Ah, formidable. Alors, il se trouve aussi que ce spectacle, c'est un autre de vos talents, car vous êtes chanteur aussi, Patrick Zard. Alors, non, je ne suis pas chanteur. Merci Jacques, mais je chante. Voilà. Je suis un comédien qui chante, qui sait chanter. Peut-être parce que j'ai commencé par la comédie musicale, donc j'avais aussi des cours de chant à cette époque-là. J'ai continué à me former en chant tout au long de ma vie, et j'ai joué effectivement quelques spectacles musicaux. Le premier, je crois que ça a été Secret Défense de Jean-Paul Faré. Oui. Alors Oui. Jean-Paul Faré, c'est un fou total. Moi, je me souviens de sa première télévision. Il arrivait avec des bouts de tuyaux mis bout à bout. Il expliquait que c'était le Bugdul. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, si. Et comment vous êtes retrouvé dans Secret Défense? Je me suis trouvé dans Secret Défense parce que Jean-Paul Faré et moi avions le même agent. Oui. Et il a dit à son agent, le comédien qui joue De Gaulle m'a lâché, donc il me faut un grand, bon comédien et qui a une voix de baryton et qui sache chanter. Et notre agent commun a dit, mais Patrick Zard, je crois qu'il chante et je crois qu'il est baryton. Voilà. Et vous êtes devenu De Gaulle. Et je suis devenu Dans De un Gaulle. spectacle où il y a Jeanne d'Arc et Napoléon. Voilà, Jean-Paul Faré était Napoléon. Voilà. et en fait, c'était une comparition en musique, ce qui était totalement délirant. C'était un spectacle aussi 100% chanté et 100% à 4 voix différentes. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et c'était le théâtre Sorano, Daniel Sorano Oui. de Vincennes. Oui. On a oublié, mais Daniel Sorano a été celui qui a fait la première grande audience de la télévision, un 25 décembre 60, avec Cyrano. Ça a Oui. été un événement. Il est mort malheureusement 2 ans plus tard. C'était un immense comédien. Ah oui. Et puis il y a eu les choristes, la comédie musicale aussi. Oui. Comment vous êtes arrivé là-dedans, Patrick Zard? Eh ben, c'est mon agent qui m'a aiguillé sur ce spectacle, et j'ai rencontré Christophe Baratier chez lui. Il n'était pas question de chanter d'ailleurs à l'époque. On a parlé, il m'a fait faire deux, trois improvisations, il m'a embarqué dans l'aventure, et puis en cours de répétition, il y a un comédien qui jouait le rôle du méchant Rachin, qui est interprété par François Berléand dans le film. Christophe Baratier s'est dit, ça va pas le faire, on va dans le mur, ça va être une catastrophe. Et une semaine avant la première, il m'a dit, Patrick, est-ce que tu serais prêt à reprendre le rôle? Quand je parle de pompier de service, je me trompe pas trop. Et donc, vous avez repris le rôle en une semaine. J'ai repris le rôle en une semaine, et dans ce rôle-là, il y avait une chanson en solo. Et donc, je me suis retrouvé à chanter en solo sur la scène des Folies Bergères, à 60 ans. Et en même temps, Patrick Zard, vous avez été hué et applaudi en même temps. Ah oui. Ça m'a fait très drôle le jour de la première, comme Rachin, c'est le méchant. Oui. Les choristes, il y avait forcément beaucoup d'enfants dans la salle, tous les jours, tous les soirs. Et il y avait 15 enfants sur scène qui jouaient les choristes, qui étaient merveilleux d'ailleurs. C'est un souvenir magnifique. Et au moment où les comédiens viennent saluer, quand c'était mon tour, toute la salle s'est mise à faire « Ouh !» Le premier soir, ça m'a un peu chagriné. Et puis, je m'y suis fait, ça m'a amusé. Et après, j'ai été hué tous les soirs. Et il y a un soir où je n'ai pas été hué. J'ai dit, merde, j'ai pas dû être très bon ce soir.
Et en plus, vous avez fait les Zéniths de France. Alors, passer des petites salles aux Zéniths de France, c'est quand même très différent, Patrick Zard. Ah oui, mais voilà, ça c'est un cadeau du ciel, quoi, de se retrouver à 60 ans à chanter dans un Zénith devant 5000 personnes. J'ai compris, évidemment, à 60 ans, on garde la tête froide et on sait ce qu'on vaut. Mais je me dis, c'est vrai qu'un jeune de 20 ans qui se met à chanter devant des salles comme ça, des foules entières en délire et tout, je comprends qu'il y en ait certains qui perdent la tête. Alors, à l'affiche à Paris, il y a l'hôtel du Pain Sylvestre, donc le samedi à 21h30 au théâtre Montmartre-Galabru. Mais il y a aussi un autre spectacle dont voici la bande-annonce. On met ta l'heure. Bouge pas, je vais ouvrir. Bonsoir, Vicky. Les Enfants du Diable, qui est, je crois, au studio Héberto, les lundis à 19h et mardi à 21h. Oui. Et ça, c'est une aventure qui vous tient à cœur et qui a également débuté à Avignon, Patrick Zard. Oui. Là, un immense merci à l'attaché de presse du théâtre, Dominique Claude, qui m'a fait ce cadeau inestimable. Un jour, elle me dit... Elle m'avait déjà emmené voir un spectacle de Clémence Baron, un seul en scène, que j'avais trouvé très drôle. Je lui dis, elle est prometteuse, la jeune femme, là. Et elle me dit, écoute, elle a écrit une pièce très touchante, bouleversante même. J'aimerais que tu la lises. Et elle me fait lire Les Enfants du Diable. Et j'ai eu un coup de cœur immédiat. Comme artiste, comme metteur en scène, comme comédien, j'ai adhéré comme humain. J'ai adhéré tout de suite à cette pièce magnifique qui raconte une histoire de sa famille, parce que ça se passe à l'époque de Ceausescu, à l'époque où on a découvert les orphelinats mourois. Bon, seuls les plus anciens s'en souviennent. Les jeunes de 30 ans, malheureusement, ça leur dit rien. Et j'ai été bouleversé par cette pièce. Il y a une intensité dramatique formidable. Il y a aussi des choses plus légères. Ça parle de résilience. Ça parle de fratrie, de relations entre frères et sœurs. C'est bouleversant à tout point de vue. Et parfois même dans le drame, c'est souriant et c'est drôle. Et vous avez, en tant que directeur, hésité à la monter, Patrick Zard. Le metteur en scène s'est dit, il faut que je monte ça. Et le directeur de théâtre s'est dit, mais qui va venir voir ça? J'interroge mes filles qui ont une trentaine d'années, connaissent même pas le nom de Ceausescu. Je me dis, bon, c'est raté, on va avoir quelques vieux, ça va être vide, il y aura personne. Et puis après, l'artiste a dit, non, mais c'est pas possible, tu peux pas passer à côté de ça, quoi. Donc on a dit, allez, on la monte à l'Oriflamme. Julien m'a dit, banco, on le fait. Et on a alors, c'est pas du tout du favoritisme, j'ai engagé le fils de Julien, Antoine Caffaro, qui est comédien. J'ai fait des auditions, et avec l'autrice, avec l'assistante mise en scène, on a été plusieurs à faire les auditions, et on s'est dit, le meilleur, c'est Antoine Caffaro. Donc, il y a Antoine dans la distribution, et miracle avignonnais, je sais pas, enfin, ça a été plein en quelques jours. Pourtant, c'était l'édition 2024 du festival qui était tronquée, qui était avancée. Il y avait les Jeux Olympiques, il y avait la démission du gouvernement, il y avait des élections législatives en plein festival. Enfin, c'était pas un festival très porteur, et pourtant, en quelques jours, c'était plein. C'est encourageant, ça veut dire que les jeunes s'intéressent beaucoup plus à l'histoire qu'on ne le pense? Oui, je sais pas s'ils s'intéressaient à l'histoire. Je crois que on sort de là, on est bouleversé. Le nombre de gens que je trouve en larmes à la sortie du théâtre, ils ont ressenti des choses, ils ont eu des émotions. Donc, c'est universel comme histoire. C'est pas de l'histoire, c'est une histoire magnifique et magnifiquement racontée, magnifiquement écrite et magnifiquement jouée. Et c'était donc, vous l'avez reprise à Paris, au studio Héberto, je crois donc les lundis et mardis, 19h, 21h. Oui. Paris, c'est pas évident non plus, parce que là aussi, c'est des horaires compliqués, et ça marche. Et ça marche. Ça marche, la magie de ce spectacle continue, le bouche-oreille est formidable, et ça ne fait que monter depuis le début. Et ça veut dire qu'il y a une forme de théâtre qui touche un large public, et qui est liée à l'histoire. Oui, je crois que quand les gens sont touchés, que ce soit pour rire, pour pleurer, pour apprendre, quand on est touché, quand on ressort d'un spectacle et qu'on se sent un petit peu transformé, en ayant ressenti des choses, on n'a qu'une envie, c'est de dire à ses amis, mais fonce voir ça. Et c'est donc le bouche à oreille, la pièce est jusqu'au 24 mars à Paris, et elle va continuer après. Ah ben j'espère. Parce que vous allez faire une tournée, vous allez... Oui. Alors on a déjà des dates de tournée qui sont prévues. Il était fortement question qu'on reprenne la pièce à Avignon au prochain festival, mais je crois que l'autrice a des projets personnels
plus important. plus importants. Et Familiaux, donc, oui. on va faire une pause pour 2026, mais il y a fort à parier qu'on repartira avec en 2027, oui. Et vous avez d'autres projets de comédiens, et parmi vos projets, il y a une pièce qui s'appelle, vous avez connu, il y a une pièce qui s'appelle La dernière fois que j'étais Jean-Pierre Mariel. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Stéphane Bierry, le fils d'Étienne Bierry, le frère de Marion. Stéphane Bierry, qui est comédien, qui a fait plein de choses, qui est metteur en scène également, sous la direction de qui j'ai joué. Et Stéphane a écrit une pièce qui s'appelle La dernière fois que j'étais Jean-Pierre Mariel. Il m'a invité à venir voir une lecture au Théâtre de Lucernaire. Je faisais pas partie de la distribution. Il y avait 3 comédiens. J'ai adoré ce spectacle. Et il se trouve que, bon, de fil en aiguille, il y a des comédiens qui n'étaient plus libres quand ça a dû se monter, etc. Il a fait appel à moi pour un des rôles. Et ça m'a comblé de bonheur. Et on a fait une lecture publique à Paris. Normalement, par superstition, je n'irai pas où, mais ça devrait voir le jour très prochainement. Vous avez connu Jean-Pierre Mariel? Je n'ai pas connu Jean-Pierre Mariel, mais sa femme est venue assister à la lecture, qui était au Théâtre de la Huchette le mois dernier. Et il y a un des comédiens qui joue avec nous, Stéphane Olivier Bisson, qui a la voix de Jean-Pierre Mariel. Et c'est extraordinaire, c'est impressionnant, hein, quand on l'entend. Et à la fin de la lecture, la femme de Jean-Pierre Mariel vient nous voir et elle nous dit: c'est formidable, il faut que ce spectacle se joue, c'est magnifique, c'est un hommage extraordinaire à Jean-Pierre. Et à la fin, quand elle a dit au revoir à Stéphane Olivier Bisson, elle lui dit: vous pouvez me dire au revoir avec la voix de Jean-Pierre? C'est magnifique. Oui. Alors donc pour l'instant, ça c'est pour plus tard. Pour l'instant, je rappelle que celles et ceux qui nous écoutent doivent se précipiter le samedi à 21h30 au Théâtre Montmartre-Galabru pour rire avec cette comédie, ce théâtre musical que vous avez créé. Et puis il y a le studio Héberto lundi à 19h et les mardis à 21h avec Les Enfants du Diable, qu'il est aussi indispensable de voir, et tous vos projets. Vous n'avez jamais fait une carrière comme tout le monde, Patrick Zard? J'aime bien l'éclectisme. J'aime bien découvrir des choses nouvelles, et c'est vrai qu'il n'y a pas plus différent que l'Hôtel du Bain-Sylvestre et les Enfants du Diable. Voilà. Eh ben nous aussi, on aime vous avoir découvert aujourd'hui. Continuez ainsi, ne changez rien. Merci Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.